Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Beatrice Zani. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière en compagnie de Beatrice Zani, une sociologue qui a étudié les parcours des femmes depuis la Chine jusqu'à Taïwan, en passant par les usines textiles dans le sud de la Chine pour beaucoup, et puis à travers le mariage à Taïwan. Et donc en arrivant à Taïwan, elles se sentent bloquées parce qu'elles ne peuvent pas forcément travailler, elles sont parfois avec des enfants, avec très peu d'autonomie. Et donc la question sur laquelle nous étions restés, c'est comment est-ce qu'elles peuvent reconstruire un petit peu leur vie et retrouver une forme d'indépendance économique et suivre ce désir de mobilité sociale ascendante aussi. Et ben alors, ces femmes arrivent à Taïwan, elles font face à des situations de mise à l'écart sur le marché du travail, de mise à distance sociale, à la fois dans la société taïwanaise et dans les familles où elles habitent. Par contre, elles ne lâchent pas l'affaire, on va dire comme ça. Ce sont des femmes qui, tout au long de leur parcours migratoire, donc des campagnes aux villes en Chine et ensuite des villes chinoises jusqu'à Taïwan, ont capitalisé des ressources sociales, économiques, culturelles et des compétences, des savoir-faire. Typiquement, un des phénomènes le plus répandu, je pense, est celui du micro-entrepreneuriat, je dirais du développement de petites activités économiques indépendantes. Qu'est-ce qui se passe ? Ces femmes se retrouvent coincées chez elles. Elles sortent pas, elles n'ont pas d'amis, leurs beaux-parents les embêtent, elles n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'embête ? On ouvre le téléphone portable. On ouvre le téléphone portable et on commence à discuter avec des copains. Alors, WeChat, cette application chinoise Weixin, est tout à fait fascinante parce qu'elle permet de rencontrer des copains. Il y a un outil qui s'appelle Drift Bottle. Donc, on peut lancer la bouteille à la mer et écrire des mots-clés pour identifier des personnes qui correspondent à ces mots-clés auprès de nous et voir la distance 1 kilomètre. Et pareil, on a la possibilité de shake, donc une autre fonction de l'application, donc littéralement de secouer le téléphone portable et voir ceux qui sont en train de secouer le téléphone portable à côté de nous. Alors, dans la mesure où WeChat est une application chinoise et personne ne l'utilise à Taïwan, on comprend très vite que celles qu'elles ont la possibilité de rencontrer à travers WeChat, en secouant le téléphone ou en lançant la bouteille à la mer, sont des femmes comme elles, chinoises. Et les choses se construisent de manière très intuitive et rapide. Elles se rajoutent, elles commencent à discuter entre elles. Il y a des femmes qui ont passé pas mal de temps à Taïwan, donc qui ont déjà un réseau et des connaissances et qui font partie de groupes WeChat au sein desquels il y a énormément de migrantes chinoises. Elles se rajoutent mutuellement dans ces groupes WeChat. Au sein de ces groupes WeChat, elles commencent à discuter, à partager des expériences. Elles se rendent compte que, il y a plein d'autres femmes qui, comme elles, font face aux mêmes obstacles dans la société taïwanaise. Donc, elles commencent à échanger des avis, des conseils, ou acheter des produits pour les bébés, ou envoyer les enfants à l'école, des noms d'avocats en cas de divorce, ou des bons plans pour acheter des billets pour entrer en Chine pas cher. Et elles commencent aussi à chercher des produits qui viennent de Chine, parce que ça, c'est quelque chose qu'on observe très souvent auprès des groupes diasporiques dans le monde, quelque chose qui permet aux migrants ou aux personnes loin de chez elles de se rapprocher de leurs espaces d'origine, sont les produits, sont les objets, notamment la nourriture. Et donc, au sein de ces groupes WeChat, on échange des conseils, on échange des émotions, on échange des expériences, mais on échange aussi des produits. Des produits que les femmes, souvent, font venir de Chine et recommercialisent via WeChat à Taïwan. Et donc là, c'est en fait la porte d'entrée de toute une économie qui existe entre Taïwan et la Chine en particulier. Avant de rentrer plus dedans, j'avais une question par rapport à ce que tu disais, qu'à travers WeChat, elle trouve des femmes autour d'elle. Pourquoi des femmes ? Est-ce qu'il y a peu d'hommes chinois à Taïwan ? Comment ça se fait qu'elle soit tout de suite en réseau avec des femmes et pas aussi avec des hommes ?
il y a très peu d'hommes chinois à Taïwan, à part ceux qui viennent pour des raisons de travail très temporaires, 2 semaines, voire un mois, qui viennent en business trip. La migration par mariage de la Chine à Taïwan est un phénomène extrêmement genré, historiquement, mais encore aujourd'hui. Comme ça l'est la migration des femmes d'Asie du Sud-Est à Taïwan. Ce sont des femmes qui épousent des hommes, pas des hommes chinois qui épousent des femmes taïwanaises. Et donc, voilà, c'est un peu un concours de circonstances. Je ne suis pas convaincue qu'au début, en utilisant WeChat, ces femmes s'attendent à trouver autant d'autres femmes chinoises. Mais est-ce qu'on peut avoir un chiffre de combien de femmes chinoises sont à Taïwan par mariage ? Alors, c'est très dur à dire. Entre celles qui arrivent et celles qui s'en vont, celles qui sont enregistrées comme résidentes, celles qui deviennent citoyennes. Mais pendant les années 2006, 7, 8, jusqu'aux années 2012, 2013, quand le phénomène était en explosion, vraiment, on avait même 60 000 mariages par an. Waouh, oui, donc c'est Ce vraiment qui est quand même énorme. assez important. Oui, Ouais. après, il y a eu des pics, toujours dictés aussi par la contingence géopolitique, et des moments de chute. Par exemple, à ce moment, il y a beaucoup moins de mariages qu'auparavant. D'accord. Et ensuite, à travers ces réseaux, elle commence à faire un commerce de produits chinois un peu souterrain qui se développe et qui prend de l'ampleur, c'est ça ? Oui, elle se rend compte que voilà, tout d'abord, elles font le constat qu'elles ont la possibilité d'acheter des produits chinois. Donc, elles commencent à prendre contact avec la DMA, donc la sœur chinoise qui possède ces produits pour pouvoir physiquement les récupérer et les payer. Donc, elles passent commande. Elles passent commande de certains produits qui viennent de leur province d'origine, voire de leur village d'origine. Typiquement de la nourriture, des pâtes de poulet, de la sauce épicée, de la viande préservée, de la viande séchée, qu'elles ont du mal à trouver à Taïwan. Ensuite, typiquement, le cheminement est à peu près le suivant. Elles commencent à acheter ces produits et puis au bout d'un moment, elles se rendent compte que elles aussi, elles pourraient faire la même chose. Donc, elles aussi, elles pourraient commencer à commercialiser des produits de la Chine jusqu'à Taïwan pour se faire de la marge et se faire de l'argent. Par ailleurs, WeChat est une application, comme je disais tout à l'heure, absolument fascinante qui permet plein de choses et surtout qui permet des paiements en ligne. Des paiements en ligne à travers une fonctionnalité qui s'appelle le Hongbao, donc l'enveloppe rouge, qui permet d'envoyer de l'argent et de recevoir de l'argent. Sauf que cet argent, étant donné que WeChat est connecté à des comptes en banque chinois, n'est pas réceptionné par la banque taïwanaise, reste quelque peu digitalisé et dématérialisé dans l'espace chinois et pas dans l'espace taïwanais. D'où l'intérêt de développer ce commerce en ligne et de commercialiser de la nourriture et d'autres produits chinois à Taïwan. Produits que, comme je disais auparavant, les femmes ont beaucoup de mal à trouver à Taïwan sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent limités en termes d'export et import ou bannis, interdits. La viande, par exemple, à Taïwan, ne rentre pas. La sauce épicée ne rentre pas. Je pourrais vous faire la liste de tout un tas de produits chinois qui sont bannis à Taïwan. Alors que dans la mesure où les transactions restent dématérialisées et invisibles aux yeux de la fiscalité taïwanaise, ces femmes, elles peuvent s'organiser un réseau en mobilisant des membres de leur famille au village, des travailleurs migrants dans les villes industrielles où elles ont travaillé auparavant, pour faire passer les produits qui seront cachés dans des containers ou qui seront cachés sur des bateaux de pêche et fait arriver jusqu'à Taïwan. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que ce commerce ne fonctionne pas de manière unilatérale et unidirectionnelle. Ce n'est pas un commerce limité à l'importation de produits de la Chine à Taïwan. Il marche aussi dans le sens inverse. On va revendre des produits taïwanais en Chine. Des produits taïwanais en Chine, typiquement du lait en poudre, typiquement des masques pour le visage ou des médicaments qui, là aussi, sont limités en termes d'import-export.
Ces femmes-là commencent à faire très souvent du commerce entre les deux rives de lait en poudre. Pourquoi ? Parce que le lait en poudre est très demandé en Chine à cause des scandales qu'on avait eus en 2008-2010 à cause de la mauvaise qualité du lait en poudre local qui avait quand même causé la mort de pas mal de bébés. Ces femmes le savent. Et donc, elles commencent à aller dans les centres commerciaux et acheter plusieurs boîtes de lait en poudre. Elles se rendent initialement à la poste en demandant à les envoyer en Chine. Alors, 1 ou 2 boîtes passent. Mais au-delà d'une certaine quantité, le lait en poudre ne peut plus être librement envoyé. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont utiliser leur réseau en Chine, donc des femmes migrantes, des dagomei qui sont toujours dans les villes où elles avaient travaillé auparavant, ou leur réseau dans les campagnes pour se chercher des clients et des partenaires commerciaux. Ici, elles vont aller au port, elles vont faire affaire avec des compagnies de transport ou des travailleurs portuaires ou des travailleurs migrants embauchés sur les bateaux containers, sur les bateaux cargo ou les bateaux de pêche pour cacher tous ces produits dans les bateaux, à l'intérieur des containers, et les faire passer jusqu'à Xiamen, jusqu'au port de Shenzhen, où il y aura des travailleurs migrants qu'elles avaient rencontrés auparavant, qui iront les réceptionner, et ensuite qui s'occuperont de la redistribution dans des différentes provinces de Chine. Alors là, ça peut paraître un tout petit commerce. Il faut penser à l'ampleur de ce commerce qui devient vraiment une constellation de points, d'individus, d'espaces et de produits, tous connectés à la fois à travers l'application digitale. Si je comprends bien, c'est un réseau qui est à la fois très grand, très large et en même temps qui est aussi caché puisque beaucoup de ces produits sont, selon la loi, interdits d'import-export. C'est ça, c'est exactement ça. Nous avons des lieux de passage sur les îles taïwanaises, typiquement Jinmen, où on cache ces produits en attendant les opportunités de passage de l'autre côté. J'ai été à Jinmen, j'y ai passé du temps, j'y ai fait du terrain et je me suis retrouvée dans des garages où il y avait tout un tas de produits stockés, produits qui appartenaient à des femmes différentes, qui faisaient affaire avec des épouses migrantes chinoises à Jinmen, qui allaient à leur tour chercher des compagnies de transport et des passeurs pour les faire passer et un bateau passager et un bateau container et un bateau de pêche en Chine. C'est une constellation de trafic, de circulation, de mobilité, de réseaux, d'interconnexion entre les deux rives qui connectent les espaces, qui connectent des temporalités, qui connectent des gens, en fin de compte. Oui, et d'ailleurs, cette relation humaine, c'est aussi une pièce majeure. Tu parles d'économie émotionnelle, tellement c'est un point clé de ce type de commerce. Moi, j'ai appelé ce forme de micro-entrepreneuriat digitalisé petit capitalisme émotionnel. Pourquoi petit ? Parce qu'il est fait dans des espaces qui sont micro-locaux, pas moins importants que les espaces des entreprises multinationales, mais qui sont moins visibles et souvent cachés à l'intérieur de garages, à l'intérieur des cuisines des femmes, dans les ventres des bateaux. Capitalisme, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'en fin de compte, entre les produits que ces femmes, type le soutien-gorge, avaient fabriqués dans les usines et les produits qu'elles récommercialisent entre les deux rives, il n'y a aucune différence. C'est le même capitalisme qui prend des formes différentes, qui suit des routes différentes, mais qui n'a pas moins d'importance que le grand capitalisme officiel et reconnu. Et pourquoi émotionnel ? Parce que à la fois les réseaux sociaux et émotionnels affectifs entre ces femmes sont fondamentaux dans le développement et dans le succès de ce commerce, et parce que les produits commercialisés sont souvent des marchandises émotionnelles au sens de la sociologue Eva Illouz. Ce sont des marchandises qui renvoient à un certain nombre d'émotions et de sentiments, que ce soit la nostalgie, le goût pour la nourriture authentique cuisinée par la grand-mère au fin fond du village dans le Sichuan, mais aussi des produits comme le soutien-gorge ou des masques pour les visages qui renvoient à des ambitions de modernité et de consommérisme. Je veux dire, à la fois le processus de marchandisation et de mise en circulation de ces marchandises a une dimension émotionnelle et les marchandises, à leur tour, ont une substance fortement émotionnelle aussi. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, on voit qu'il y a quelque chose de très humain à la fois dans les produits et puis dans les relations interpersonnelles. Et j'imagine aussi que pour toi, en tant que chercheuse, il y a aussi un lien de confiance pour qu'elle te partage tout ça.
Et cela demande beaucoup de temps et beaucoup de négociations. Mais je me suis retrouvée moi aussi à collaborer dans ces réseaux de commerce transnational informel, à ramener des marchandises et à les emballer avec les boîtes de transport dans les ports ou à transférer de l'argent à droite et à gauche. Donc ça aide à gagner de la confiance, d'en faire partie aussi, du coup. Bien totalement. Évidemment. Ça fait partie du travail de recherche. Et il ne faut pas tout dévoiler. Comment on se situe du coup au niveau éthique par rapport à ça ? Alors ça aussi, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Je pense que si j'avais à l'époque, c'était pas encore obligatoire, donc soumis ma recherche à un comité d'éthique, j'aurais été censurée violemment. C'est des choses que je peux pas dire publiquement, mais je suis quand même en train de les dire publiquement. Parce que moi, je pense que, bien évidemment, la dimension éthique et le respect de la personne, de l'anonymat est vital. Les petits secrets de ces femmes et beaucoup de pratiques qui se cachent derrière ce commerce, je les connais, je les ai pas dévoilées, je le ferai jamais. Mais par contre, ne pas parler de ces femmes et de leurs expériences, à la fois d'émigration et d'inégalité, pour souci d'anonymat ou protection de l'individu, en fait, risque de les mettre encore plus à l'écart, de les invisibiliser encore plus et de les rendre encore plus vulnérables. Donc, c'est toujours à double tranchant et je pense que, voilà, c'est très difficile de se positionner là-dessus. Je pense que les choses se font au fur et à mesure avec de la pratique, avec de l'empathie, avec des affects. Moi, j'ai enseigné pendant 7 mois l'anglais au 2e étage du magasin de soutien-gorge où j'ai découvert le soutien-gorge pour la première fois. Je l'ai fait de manière gratuite. Bien évidemment, les femmes chinoises n'ont pas appris un mot, mais cet espace est devenu un lieu de rencontre et de solidarité pour elles. Ça m'a permis de me rapprocher d'elles, de me faire connaître, d'attirer leur curiosité, mais aussi de me rapprocher au quotidien de leur vie. Je cuisinais des spaghettis aux enfants des femmes. Je suis allée chercher leurs gamins à l'école. Je les ai aidés dans les procédures de divorce. Nous avons accompagné des femmes battues par leur mari à l'hôpital avec d'autres femmes chinoises. Donc, je veux dire, il y a une énorme dimension d'engagement éthique, moral, subjectif de la chercheuse dans ce type de processus. Mais je pense que, a priori, refuser, s'interdire ou être interdit de parler de ces histoires mène au phénomène inverse, en fait, produit des plus fortes situations de mise à l'écart et d'invisibilisation. Et est-ce qu'elles ont après des voies pour rentrer quelque part dans un réseau plus légal ou bien pour sortir de cette situation ? Est-ce qu'elles en ont envie ? Je ne suis pas sûre que les femmes considèrent cela comme illégal. Je ne suis pas sûre de considérer cela comme illégal moi-même. Je pense que c'est vraiment du commerce informel. Il y a des femmes qui ensuite arrêteront, d'autres qui, par gourmandise et par ambition aussi, vont continuer. Nous allons observer aussi des hiérarchies auprès des femmes, donc des femmes plus jeunes qui commencent ce commerce, qui vont travailler pour des femmes qui ont plus d'expérience. Et nous observons aussi des femmes qui, par contre, se rendent compte que malgré le commerce en ligne développé pendant plusieurs années à Taïwan, la situation et la vie ici deviennent trop lourdes et qui repartent vers la Chine après un divorce. Et qu'est-ce qui se passe pour elles ensuite ? Alors, la plupart des femmes quittent Taïwan dans des situations de désespoir profond. Elles vivent le divorce comme une faillite individuelle. Elles n'ont pas forcément le courage de le dire aux autres. C'est une perte de face. Ça, c'est très important aussi dans ces sociétés. La face est très importante. Divorcer fait perdre la face et individuellement et collectivement aux familles. Elles prennent l'avion dans des situations de désespoir et de désarroi. Elles doivent peut-être laisser leurs enfants aussi à Taïwan. Elles laissent leurs enfants à Taïwan parce que Taïwan reste quand même une société patrilocale. Donc les enfants restent avec les Taïwanais, les maris, les hommes et les belles familles qui s'en occupent. Et ces femmes rentrent seules en Chine. Au début, dans la plupart des cas, elles cherchent secours auprès de leur famille dans les campagnes d'origine. Mais après quelques semaines, voire quelques jours passés aux campagnes, elles se rendent compte que la vie là-bas leur paraît complètement insupportable, lente, sans ambition, sans opportunité. Et donc, ce qu'elles font, c'est de repartir dans les villes où elles ont des contacts, où elles ont des réseaux, où elles ont des connaissances. Et elles repartent dans les villes où elles ont travaillé auparavant.
Mais bien évidemment, après des années passées à Taïwan avec un statut urbain et moderne acquis, elle refuse de partir à l'usine, retourner travailler autour de la chaîne de montage. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont faire depuis la Chine exactement ce qu'elles faisaient à Taïwan. Donc, elles vont ouvrir d'autres pôles de ce commerce digital transnational en s'appuyant non seulement sur le réseau chinois, mais cette fois-ci énormément sur leur réseau de sœurs chinoises, de GMH chinoises restées à Taïwan, pour refaire passer des produits de manière très similaire à celle que j'ai décrite auparavant. D'accord, donc c'est une nouvelle étape dans ce parcours qui leur permet d'être plus indépendantes aussi. Et de payer leur loyer dans des villes de Shenzhen ou des cantons qui sont devenus énormément chers aujourd'hui, voire plus chers que Taipei. Donc en fait, elles arrivent quelque part à ce statut qu'elles cherchaient au départ, même si c'est après de nombreux méandres, disons, mais... Voilà, après de nombreux périples, alors qu'elles y arrivent ou pas à ce statut d'ascension sociale ? Point d'interrogation, mais elles ont l'impression d'être devenues des laobanians. Elles ont l'impression d'être devenues des entrepreneuses, des travailleuses autonomes et indépendantes qui n'ont plus besoin de vendre leur main-d'œuvre, leur force de travail à un patron extérieur. Par ailleurs, de manière quelque peu stratégique, on peut dire ça, mais je pense que ça fait honneur à la créativité de ces femmes. Elles arrivent à manipuler ces régimes de citoyenneté flexible, je pense à l'expression de l'anthropologue Ai Hong, parce qu'elles vont divorcer et rentrer en Chine seulement après avoir obtenu la citoyenneté taïwanaise, qui leur donne aussi, au lieu de leur père ou au lieu des citoyens chinois ou des locaux chinois dans les villes chinoises où elles vont se réinstaller, un autre statut. Elles reviennent de Taïwan, elles vont pas forcément raconter toute l'histoire de divorce et de désarroi, elles vont se présenter comme des Taïwanaises qui parlent un chinois avec un accent taïwanais, qui utilisent des mots que typiquement on n'emploie pas en Chine et qui font du commerce digital en ouvrant, dans certains cas, pas forcément immédiatement, mais après quelques années, des boutiques physiques aussi. D'accord. Il y a une autre chose dont tu parlais beaucoup dans ta thèse qu'on n'a pas encore évoquée, c'est l'étiquette Made in China. Pour conclure, peut-être, qu'est-ce que tu voudrais que nos auditeurs pensent en voyant un produit qui s'appelle Made in China ? Moi, je me dis que derrière le Made in China, il y a beaucoup plus que ce qu'on pourrait intuitivement imaginer. Il y a des histoires de mobilité, il y a des histoires d'immigration, il y a des histoires de souffrance, mais il y a aussi des histoires de lutte et des émotions, des aspirations, des ambitions très fortes, des créatrices, des productrices, de celles qui fabriquent ce Made in China, mais qui le font revivre au quotidien via leurs expériences biographiques, via leur parcours professionnel, via leurs pratiques économiques et sociales de manière différente et sans doute de manière à laquelle on n'aurait pas pu penser à première vue. Merci beaucoup, Beatrice Cezzani, pour nous avoir partagé tout cela. Et la semaine prochaine, nous allons voir comment ta recherche est en train d'être transformée en bande dessinée, puisque c'est un autre projet, ou une continuité, disons, de ce projet, pour le rendre accessible à un public plus large que celui qui est, disons, plutôt académique. Et aussi aux femmes migrantes qui nous ont accompagnées et qui nous ont aidés, qui m'ont aidé dans cette recherche. Et qui sont les protagonistes, en fin de compte. Voilà, donc ce sera... Femme, soutien-gorge et pâte de poulet, le voyage du Made in China. Merci beaucoup.